J'ai lu pas mal de comics au mois d'avril et dans cette émission, je fais le point avec vous sur ce qui m'a plu, sur ce qui m'a déplu. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Stéphane Le Trolec, vous êtes sur la chaîne Stop Comics et écoutez, c'est la première émission bilan comics pour ce mois d'avril, c'est la première fois que je le fais. Quel est l'intérêt de ce type d'émission? C'est simplement de vous proposer en fait un retour sur des comics que j'ai déjà traités sur la chaîne dans le format capsule où on feuillette les sorties, mais en ayant un petit peu plus de recul parfois, et puis ça me permet aussi parfois de rajouter des choses que je n'ai pas forcément dit dans mon feuilletage, et puis de parler aussi des comics que je lis, mais que je ne traite pas forcément sur la chaîne à travers les capsules, et puis parfois de revenir aussi sur des éléments dont on a parlé dans notre émission des recommandations, les 10+10, avec mon pote Doupe. Voilà, c'est parti, on y va, on commence tout de suite. Et on va commencer tout de suite avec une espèce de Madeleine de Proust, hein, on va dire, un truc qui plaira aux vieux lecteurs comme moi. Moi, ça fait maintenant plus de 40 ans que je lis des comics. Voilà, hein, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter Croisement, le Deluxe, j'arriverai jamais à le mettre droit, le Panini Deluxe de Claremont et Jim Lee sur les X-Men. Alors, Croisement, c'est une espèce de compilation des meilleurs titres de Jim Lee sur la série Amazing X-Men et sur X-Men. Pourquoi je dis que ça plaira aux vieux cons? Parce que c'est quand même des épisodes qui datent des années 90. C'est, pour moi, c'est la quintessence, oui, j'emploie des termes compliqués, la quintessence, le meilleur de ce qu'a fait Jim Lee sur sa carrière. C'est-à-dire, je pense qu'il n'aura jamais été aussi bon avant ces épisodes-ci, et il ne sera plus jamais aussi bon par la suite, quand il va quitter le Marvel pour faire les Wildcats, pour faire les Max Faraday, enfin c'est Divine, non c'est pas Max Faraday, c'est Divine... Divine Rights, etc., etc. Je trouve que là, il est à son top. Voilà. Si vous voulez comprendre qu'est-ce qui était cool dans les comics dans les années 90, achetez cet album. Alors, pour ceux qui se posent la question, c'est pas l'intégralité des épisodes de Jim Lee, c'est vraiment une sélection. On a en fait les épisodes, vous savez, où on a qui se déroulent pendant les actes de vengeance avec Lady Mandarin, c'est-à-dire les épisodes en fait où Psylocke devient Quanon. Donc là, on a 3 épisodes d'affilée. Ensuite, on a un épisode devenu assez symbolique, assez iconique, qui est l'épisode qui se passe à Madripoor, c'est les Chevaliers de Madripoor. D'ailleurs, il y a même une mini-série qui est sortie, là, il n'y a pas très très longtemps, chez Panini, qui reprend l'idée, où vous avez Captain America, Logan, enfin Wolverine, et Psylocke ensemble, et la Veuve Noire ensemble à Madripoor, juste, c'est en 1941, j'allais dire après la guerre, mais non, c'est vraiment au moment de la guerre. C'était juste un épisode comme ça, et en fait, des dizaines d'années plus tard, ils en ont tiré une mini-série. Et puis, c'est aussi tout le passage de Malicia en Terre Sauvage, et en même temps, tout le passage des X-Men dans l'espace qui sont confrontés. Donc, je dis pas parce que sinon ça va spoiler, mais bon, c'est une super saga de space opéra. Et puis enfin, vous avez en fin d'album les 3 premiers numéros d'X-Men, qui est la série qui a cartonné, qui a tout démoli au box-office. Bon, je les ai déjà, moi, en intégrale, ces épisodes. Je les avais déjà, mais j'avais envie de les avoir dans un grand format, le format intégral. Je vais vous parler d'une intégrale dans cette émission, je vais pouvoir vous montrer. Alors, ça tient un peu de choses, hein, mais voilà. L'intégrale, c'est Captain America. Le Deluxe est à peine plus grand. Je me rends compte d'ailleurs que c'est à peine plus grand. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus grand que ça dans mes souvenirs. Et j'avais envie de les avoir en grand, comme ça. Bon, voilà, on fait tous des achats parfois un peu coup de cœur et pas forcément réfléchis. Bon, si vous n'aimez pas Jim Lee, voilà quoi, c'est même pas la peine d'essayer. Mais si vous voulez voir ce qu'est du bon Jim Lee, c'est-à-dire du Jim Lee quand il avait la forme, quand il avait la frite et qu'il tabassait en termes de dessin, avec Scott Williams hein, quand même. Hein. Donc voilà, forcément. Voilà, vous pouvez foncer. Alors je sais pas des nouveaux lecteurs ce qu'ils pourraient comprendre là-dedans, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de piger tout ce qui se passe. Mais pour les vieux de la vieille comme moi, c'est un pur bonheur. Bon, c'est aussi les débuts de Psylocke, hein, de la Psylocke version Quanon, qu'on appelle Revanche par la suite. Voilà, il y a très peu d'éditorial. Il y a, comment dire, il y a juste comme ça à la fin, je vous le montre. Vous avez des couvertures alternatives, des pages, des planches originales, mais c'est à peu près tout. Voilà, c'est pas foufou. Hein. Bon, c'est 32 balles, c'est chez Panini. Forcément, si vous aimez Jim Lee, vous allez craquer, quoi. Donc voilà, pour les tout nouveaux, les débutants, par exemple, vous avez lu Krakoa
Je suis pas certain que vous compreniez grand-chose à ce qui se passe ici, parce que en plus il y a des épisodes qui sont sautés, enfin c'est vraiment une sélection d'épisodes. Mais voilà, le best de Jim Lee avec le Punisher War Journal, c'est là-dedans. De quoi d'autre que je vais vous parler? Allez, on va passer chez DC. J'ai lu ça ce mois-ci, donc c'est Batman, l'envol des Batman. C'est le DC paperback le format DC paperback de chez comment dire, Urban. C'est une série que j'avais commencé à lire quand Urban sortait des kiosques et puis que j'avais arrêté. Je trouvais ça bien, hein, mais voilà, comme je dis parfois, je peux pas tout lire. Donc je profite de ce format paperback pour revenir dessus. Il y a 2 tomes parus, hein, parce que ça c'est la première partie. Il y a une deuxième partie dont j'ai oublié le nom. C'est pas l'envol des Batman, je sais plus comment c'est. Voilà, c'est le même scénariste, hein, c'est James Tynion the Four. Alors James Tynion the Four, c'est l'époque où il travaillait chez DC sur des séries de super-héros. Il n'était pas encore passé de mémoire sur Batman, et donc il a écrit cette série, alors qui en réalité, que je dise pas de conneries, ça serait dommage. C'est tout simplement Detective Comics 934 à 940 et 943 à 949. Batman décide de fonder une équipe en utilisant la Bat Family, les membres de la Bat Family. Donc vous avez Tim Drake, vous avez Batwoman, et puis vous avez spoiler, là j'avais oublié son nom, et puis vous avez ici un personnage que vous êtes peut-être un peu surpris de le voir, c'est Gueule d'Argile. Il y a une bande-annonce d'ailleurs du film Gueule d'Argile qui est en dispo sur internet. L'envol des Batman, c'est si Batman faisait une équipe avec la Bat Family et puis un vilain repenti. Qu'est-ce que ça donnerait? Et il confie ça en fait à Batwoman. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai oublié un personnage, tiens, je me rends compte, je vous dis ça, mais oui, il y a Orphan aussi qui est avec. Alors, c'est du bon comics de super-héros. C'est lisible, même si vous n'avez pas trop lu de Batman, je pense que c'est relativement accessible. Vous avez Urban fait un effort de petite présentation comme ça au début. Et puis, graphiquement, faut bien le dire ce qui est, ça, c'est quand même du très très bon, hein. Enfin, je veux dire, Eddie Barrows, waouh, Alors, il est aidé par Alvaro Martinez Bueno. Oui, je triche, je regarde sur la couverture, j'ai failli foutre en l'air mon micro. Et c'est super joli, quoi. Enfin, il n'y a pas tellement, à dire. On passe un super moment. Ils sont confrontés à une armée de super vilains. Il y a évidemment quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre. C'est beau. J'essaye d'éviter les ombres. C'est beau, c'est bien fait, c'est lisible, c'est compréhensible. Que demande le peuple, quoi. Voilà. Donc, et puis moi, je suis très content de retrouver Batwoman. Je suis toujours un peu l'échec. Ah, j'ai mes portes qui s'ouvrent. Et oui, c'est en direct, dans les conditions du direct. J'ai toujours l'échec de la série, enfin l'échec d'audience en fait de la série Batwoman en France. Ils l'ont ressorti en intégrale. Ils avaient ressorti les premiers numéros en intégrale et je toujours trouvé ça dommage que cette série n'ait pas trouvé son public dans le format intégral. Alors je sais que Urban a dit qu'ils allaient peut-être tenter une republication de Batwoman en paperback. Alors c'est peut-être l'occasion de tâter un peu le terrain. C'est dommage que cette intégrale Batwoman n'avait pas marché parce que je trouve vraiment c'était vraiment une super série. Donc là vous pouvez y aller, c'est très très bien. Je vous ai pas donné le prix, 25 € chez tous les bons marchands pas de journaux, d'albums. On reste sur les super-héroïnes et on reste chez Urban. J'ai refait ce mois-ci mon retard de lecture. J'ai commencé à refaire mon retard de lecture et j'ai encore mon marque-page qui est à l'intérieur. C'est Poison Ivy, le tome 4, il y en a 6 de publiés, donc autant vous dire que j'ai un petit peu de retard. J'aurais presque envie de vous le faire en feuilletage et en capsule, mais je me dis, c'est sorti il y a 1 an ça, j'ai tellement de retard. C'est sorti en décembre 2024, je peux difficilement dire que c'est de la nouveauté. Donc c'est un tome 4 qui... en fait, non, je souffle pas pour dire que c'est mauvais, hein. C'est vachement bien. C'est un tome 4 qui peut se lire comme, à mon avis, vous pouvez attaquer dessus. Voilà, c'est très joliment dessiné par 2 dessinateurs, c'est Marcio Takara et Henning pour la deuxième partie. Puisqu'il y a vraiment deux parties dans cette histoire. La première partie, d'ailleurs, vous voyez, hein, même quand on regarde la tranche, on voit bien qu'il y a des pages avec des fonds noirs et des pages avec des fonds blancs. La première partie, c'est réellement on va dire, une origin story de Poison Ivy. Une origin story assez développée, donc c'est une jeune scientifique assez timide qui va tomber amoureuse, enfin,
elle tombe pas amoureuse, elle tombe sous l'emprise du docteur Woodrow. Et ce type-là, en fait, c'est un salopard, tout simplement. Hein. C'est l'incarnation, on va dire, ici, c'est une allégorie de la masculinité toxique, on va dire. Et malheureusement, ça se passe pas bien. Il va lui inoculer une saloperie qui va faire qu'elle se transforme en femme plante. Et lui-même, c'est lui aussi inoculé cette saloperie. Et donc, on retrouve aussi son premier passage à Gotham City. Et tout ça n'est qu'un immense flashback de 2 ou 3 épisodes pour arriver dans le présent où Poison Ivy retrouve Woodrow et doit donc l'affronter. Et donc, entre guillemets, c'est une métaphore sur combattez vos démons intérieurs. C'est dessiné, alors cette fois-ci, la période dans le présent est dessinée par Henning, et donc on a quelques guests qui font bien plaisir. Elle m'a bien fait marrer, je suis pas un très grand fan de ce personnage, mais son arrivée à Harley Quinn est plutôt cool. C'est l'outsider, hein. Personne l'a vu arriver, ce Poison Ivy, ça devait être une mini-série, puis finalement ils ont décidé d'en faire une maxi, on en est déjà au tome 22 dans cet album-là. Et comme je vous dis, il y a 2 autres albums encore en VF de disponibles. Là, c'est les épisodes 19 à 24. On peut presque démarrer là-dessus sans forcément avoir lu ce qu'il y a avant, parce que Urban a fait les choses plutôt chouettes. C'est que ils ont fait un très chouette résumé, donc ça marche plutôt bien. Je l'ai plus avec moi, je vais en reparler. J'ai lu aussi ce mois-ci, j'en ai fait une capsule, donc vous l'avez quasiment intégralement en feuilletage sur la chaîne. C'est Stand Still qui est ma grosse déception du mois. Alors, oh là là, j'y repensais après avoir fait la vidéo. Il y avait vraiment tout pour que j'aime bien ce comics. C'est-à-dire des dessins particulièrement agréables, tiens d'ailleurs, il faut que je remette la main sur vous voyez, je vais même pas faire de montage sur cette vidéo. Delcourt. Eh oui, je suis au fin fond de la Bretagne, parfois ça prend du temps. Le scénario, que je dise pas de bêtises, c'est Lee Lothridge. Alors, il a inventé un scénario que je trouve particulièrement malin, c'est-à-dire que c'est un criminel qui met la main sur un artefact scientifique qui lui permet de figer le temps. C'est-à-dire l'univers s'arrête, sauf lui. Alors, je trouve ça assez passionnant comme idée, parce que moi, j'aime bien les films et les histoires qui travaillent avec le temps, que ce soit le voyage dans le temps ou ce genre de choses. Donc ça m'intéressait beaucoup, le pitch était super intéressant. En plus, il s'agit aussi d'une course-poursuite, puisque l'inventeur de cet objet, de cet artefact, se rend compte qu'il est tombé entre 2 mauvaises mains, et il décide, ce scientifique, de partir à la poursuite de ce criminel. Donc chouette. Et puis ça finit pas bien. Ça finit pas bien parce qu'au bout de 2-3 épisodes, on se rend compte que Lee Lothridge, il fait rien avec son idée. C'est-à-dire que cette idée de pouvoir arrêter le temps, il en fait pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est presque même pas le sujet de l'album. Le sujet, c'est vraiment une course-poursuite entre deux types. Et cette possibilité de stopper le temps, moi, je m'attendais à des trucs de fou. Enfin, probablement que j'avais surévalué mon attente par rapport à ça. Et donc, du coup, la déception est encore plus grande. Par exemple, cette histoire d'arrêter le temps, la seule chose que ça fait graphiquement et narrativement, c'est qu'il nous rejoue ce qui se passe, par exemple, dans les films X-Men avec Quicksilver, enfin Vif Argent. C'est-à-dire quand il commence à se déplacer très rapidement, souvenez-vous, le temps se fige, lui il se déplace normalement et il bouge des objets. Et bien là, ça va faire exactement la même chose. Mais ça s'arrête là, quoi. Ça n'apporte rien de plus. En plus, il y avait une idée qui était amusante, qui était que ce criminel avec cet artefact, quand il fige le temps, il n'y a que lui qui peut se déplacer. Donc je trouvais l'idée intéressante. Et la deuxième couche qui était encore plus prometteuse, c'est que le scientifique qui est à sa poursuite, il recrée l'artefact. Et quand le criminel fige le temps, et ben le temps est figé pour le criminel, mais pour le scientifique aussi. Donc je me disais, ça va donner lieu à des scènes de folie, quoi. Enfin, où le criminel va tenter d'utiliser ça à son compte. Que dalle, nada. Il n'y a pas. Donc vraiment, c'est la grosse déception. Et puis les dessins, quoi. Andrew Robinson au départ, c'est super. C'est-à-dire que moi, je trouve les dessins super intéressants. Je trouve dommage qu'il n'utilise pas le format à l'italienne, mais bon, ça va. Les dessins sont intéressants. Et puis, à un moment donné, je crois que c'est au tome 4, sur les 6 épisodes, vous avez Alex Riegel qui arrive. Et là, son style, il est différent. C'est clairement pas le même niveau de dessin. Et là, ça s'effondre. Alors, il a pas de bol. Il arrive en plus dans l'épisode 4 où vraiment, là, on commence à sentir que le scénario de Lothridge, ça se passe pas bien.
Quel dommage parce que c'était vraiment un chouette comics. À la base, ça devait être un super comics. C'est un comics qui est malade. On voit bien qu'il a un problème quand on le lit, on sent bien qu'il y a un truc qui va pas. Et quand on commence à regarder sur Internet, on se rend compte que la conception a été compliquée. Il y a ce changement de dessinateur en plein milieu. Voilà, c'est dommage parce que c'est une occasion manquée. Ça devait être un super comics. Je le feuillette sur la chaîne, allez voir la capsule si vous êtes intéressé, malgré le mal que j'en dis. Mais ça pourrait vous plaire, hein, on sait pas. Moi, en tout cas, ça m'a pas plu. J'enchaîne avec un truc qui, à la base, m'avait pas super passionné. Et j'ai décidé de profiter on va dire, de la baisse de prix, ou plutôt du nouveau format. Hop, voilà. Star Wars et Dark Vador, qui sont deux séries différentes. Hein. Si vous suivez de temps en temps les recommandations avec Doop, de temps en temps il m'arrive de dire que Star Wars c'est terminé pour moi. Je suis trop vieux pour ces conneries. Plus ça va, plus je regarde des films Star Wars, plus je m'embête en les regardant. Alors que j'aime bien à la base, hein, mais voilà, plus ça va, plus je vieillis et probablement que c'est moins pour moi, on va dire. Mais j'avais envie de donner une chance, notamment à Dark Vador. Donc la sortie en poche des 12 premiers épisodes à 10 balles, 9,99 pardon, c'était l'occasion. Surtout que j'aime bien Salvador Larroca, enfin j'aimais bien l'ancien Salvador Larroca, pas quand il dessine de façon très très figée comme c'est le cas ici, encore que les dessins, je trouve, fonctionnent bien. Ce côté figé n'est pas gênant. Et colle assez bien finalement à l'ambiance un peu cinématographique du truc. Alors, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire reprend juste après la guerre des étoiles. Les rebelles ont porté un coup à l'Empire en détruisant l'étoile de la mort. Ce qui se passe, c'est que l'empereur est pas du tout content, mais alors pas du tout. Et donc, il décide de mettre la pression sur Dark Vador, ce que Dark Vador apprécie pas du tout. Quand je dis mettre de la pression, c'est par exemple lui mettre un général dans les pattes, général qui est censé le surveiller pour voir si il fait bien les choses. Et puis l'empereur, il a raison aussi un petit peu de s'inquiéter. Quand on connaît le passé de Dark Vador, on ne sait jamais, il pourrait se retourner contre l'empereur. Donc je peux comprendre que l'empereur a envie de veiller un petit peu plus sur Vador. Et Vador, lui, de son côté, il apprécie pas trop la situation et il décide lui aussi de faire attention à ses miches, quoi, en quelque sorte. Donc cette série, elle est intéressante parce qu'elle instaure une ambiance qui n'est pas une ambiance qu'on a l'habitude de voir dans les films, une ambiance de suspicion, une ambiance de complot, et de coups par derrière, donc c'est vachement bien foutu. Ça demande une certaine attention à la lecture. Alors attention, j'ai pas dit que c'était compliqué, mais il y a des subtilités dans ce que fait Vador et comment il réagit et ce qu'il prépare pour l'empereur qui nécessite quand même de lire les choses avec attention. Il y a dans cette série de nouveaux personnages qu'on n'avait jamais vus dans la saga Star Wars au cinéma, notamment ce docteur Aphra, qui est une archéologue un peu barrée, qui décide finalement de se mettre un peu au service de Vador. Et c'est intéressant parce qu'elle n'arrête... C'est une espèce de Han Solo, on va dire, une Han Solo ratée. Et elle arrête pas de parler avec Vador, ce qui l'agace. Moi, ça me fait marrer, leurs dialogues me font rire. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on sent sous son casque qu'il est là en train de dire... Putain, mais comme si... Pourquoi elle arrêterait pas de parler, quoi. Et elle est accompagnée... Bah zut, j'ai perdu la page, je voulais vous montrer Voilà, elle est accompagnée... Non, c'est pas là. Elle est accompagnée de deux droïdes, 000 et R3, qui sont... ce sont les versions maléfiques de 6PO et de R2D2. Voilà, ils sont là. Hop, voilà. Alors le petit, celui-là, je crois que c'est R3. R3, c'est un petit hargneux qui est super équipé. C'est un robot de combat en fait. Il a plein d'armes. Tout ce qu'il veut, lui, c'est flinguer du monde. Voilà. Et 000. C'est l'équivalent de 6PO, mais en version psychopathe. C'est-à-dire que lui, tout ce qu'il veut, c'est torturer des gens. Donc régulièrement, il dit à Aphra ou à Vador, mais alors ok, je vais faire ça, mais vous croyez qu'il serait possible que je boive son sang ou que je torture cette tel rebelle? Donc ça donne des discussions qui sont assez drôles, je trouve. C'est assez bien foutu. Les dessins de la Roca sont bien dans le ton. Je trouve que voilà, il croque entre guillemets très bien Vador et ça rend bien. C'est du comics blockbuster, mais qui oublie pas de raconter une histoire. Je trouve que c'est intéressant parce que ça se démarque quand même bien des films Star Wars. Si par contre, vous aimez bien l'ambiance Star Wars, Guerre des Étoiles, épisode 4, je vous invite à lire ça. Parce que ça m'a tellement plu que du coup j'ai enchaîné avec ça. Ce sont deux séries parallèles. C'est-à-dire que les événements se déroulent en même temps.
sans qu'ils ne se croisent, sauf à certains moments. Alors, grosso modo, là, vous avez les 12 premiers épisodes de Vador. Là, vous avez, que je dise pas de conneries, les 12 premiers épisodes de Star Wars. Et à partir du 13e épisode, les deux séries se croisent dans Star Wars Vador abattu. D'accord ? Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Il y a un effet d'entonnoir, c'est-à-dire que les deux séries sont chacune sur leur rail. Et à partir de l'épisode 13, les deux séries convergent vers un moment en commun. Et ensuite, elles redivergeront pour retourner chacune dans leur série. Bon, c'est une pratique commerciale pour faire que les lecteurs suivent les deux. Dans Star Wars, même chose, on est toujours après la guerre des étoiles. Les rebelles cherchent une base. Leur première mission, en fait, ça consiste à essayer de dézinguer une usine d'armement de l'Empire. C'est exactement dans le ton de la première trilogie. C'est-à-dire que si vous aimez la première... Quand je dis la première trilogie, c'est la seule, l'unique, hein, celle des années 70-80, les épisodes 4, 5, 6. Si vous aimez les réparties de Han Solo, si vous aimez ces petites phrases assassines avec Leia, si vous aimez le côté... impétueux de Luke Skywalker, voilà, c'est pour vous. C'est vraiment bien foutu. Jason Aaron réussit à recréer ce style-là. C'est vraiment bien. Ce qu'il y a de bien en plus, c'est qu'il lâche les chiens tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une petite mission de merde. Ça démarre tout de suite avec une usine d'armement. Et les personnages rencontrent tout de suite Dark Vador, quoi. Donc ça rigole pas. Voilà. Si vous aimez cette période-là et ces films-là, c'est vraiment pour vous. Le dessinateur change. Alors c'est John Cassaday qui nous a quittés malheureusement, mais qui dessine les premiers épisodes. Je trouve que tout ça est un petit peu figé, même si il assure une certaine ressemblance des personnages avec les acteurs, mais des fois c'est bien et des fois c'est pas bien. Par exemple, là c'est plutôt bien, je trouve. Ici, ça va pas. Bon, après, voilà. Et puis ensuite, il y a un petit intermède avec c'est pas Boichi, c'est Bianchi, voilà, qui est un flashback sur, qui est un flashback. Voilà, c'est pas hyper passionnant. Avec Obi-Wan Kenobi. Et puis après, on arrive sur les Star Wars 8 à 12, qui refont une autre saga. Et là, c'est Stuart Timonen qui reprend les dessins. Et autant vous dire que Stuart Timonen au dessin, voilà, moi j'adore ce que fait Stuart Timonen. J'adore ce dessinateur. J'adore la palette de propositions graphiques qu'il est capable de réaliser. Voilà, c'est une autre saga. Alors on apprend que Han Solo aurait été marié. Enfin bon, voilà, il y a pas mal de choses. Évidemment, ça donne lieu à pas mal de quiproquos avec la princesse Leia. C'est vachement bien, quoi. Voilà. Alors, un tout petit bémol, moi je le trouve un peu moins bien que Vador, parce que je trouve que dans Vador, il y a des dialogues succulents et truculents. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus classique. En gros, si vous savez pas lequel choisir, si vous aimez Star Wars épisode 4, achetez celui-là. Si vous avez envie de lire du Star Wars qui est un tout petit peu différent et où on suit un salopard, Dark Vador, suivez celui-là. Si vous avez le budget, si vous avez 20 balles, bah, achetez les deux. Puis quand vous aurez acheté les deux, il y a de fortes chances que vous irez sur celui-là, puisque bah, c'est la convergence des deux séries, pardon, c'est Vador abattu. Vador abattu, où là, c'est les deux scénaristes, Kieron Gillen. Je vous ai pas dit que c'était Kieron Gillen qui faisait Vador, je sais plus. Et Jason Aaron qui se mettent ensemble, et on retrouve La Rocca, Deodato Jr., Angel Unzueta et Lenil Francis Yu. Dans Vador abattu, c'est Vador par accident est abattu, son taille s'écrase sur une planète, et du coup tous les rebelles les rebelles se rendent sur cette planète pour essayer de récupérer Vador et d'abattre définitivement Dark Vador. Spoiler, ils n'y arriveront pas. Et c'est l'occasion de faire un premier vrai crossover entre les deux séries et de créer un switch. Je ne vous raconterai pas lequel, mais il va y avoir une permutation à un moment donné sur le casting des séries. Et ça permet de confronter les personnages des deux séries les uns aux autres, et c'est plutôt agréable et c'est plutôt bien foutu. Bref, vivement conseillé. Et puis vous avez un annual dedans qui permet de lancer en fait ce qui va arriver par la suite, que j'ai pas encore lu, mais qui pose les bases de la suite de la série Vador. Vraiment, celui-là il coûte 8 balles, ouais, 7,99. Vous avez pour 18 €, vous avez de quoi bouquiner. Vous pouvez y aller, c'est très bien si vous aimez Star Wars, et même si vous n'aimez plus Star Wars, comme c'est mon cas, vous pouvez y aller, c'est pas mal. Je continue avec une série que j'ai adorée, je vous en ai parlé dans les capsules comics, c'est Battle Beast, le tome 1.
Si vous aimez le space opera, si vous aimez la fantasy, si vous aimez l'heroic fantasy, si vous aimez Conan, ce genre d'ambiance, foncez sur Battle Beast, le tome 1 de Ryan Ottley et Robert Kirkman. Robert Kirkman, il tabasse tout quand même en termes de scénario. Moi, je trouve que c'est assez impressionnant. J'ai pas lu Invincible au-delà des tomes 3 et 4. Donc le personnage du fauve de combat, hein, c'est le nom de la VF, je le connais assez peu, mais dans sa série, là, c'est juste hallucinant. J'en ai fait une capsule comics, je le feuillette quasi intégralement, je vous invite à aller le voir, mais je le mentionne ici pour le rappel, tellement c'est bien, quoi. Pour moi, c'est un de mes comics du mois, tellement c'est chouette. Alors, c'est régressif, hein, l'idée, c'est ce fauve de combat, c'est une espèce de super guerrier qui n'a qu'une seule envie, c'est de mourir. Et il désespère de trouver un combattant à la hauteur de la tâche, c'est-à-dire de le tuer. Et donc il met tout en œuvre pour croiser le combattant qui arrivera à le vaincre. Et donc ça donne donc lieu à des scènes assez truculentes parce qu'au départ, par exemple, il pop dans un vaisseau, il a décimé l'équipage de ce vaisseau. Et le vaisseau est piloté par une IA, et l'IA lui dit bah ouais, mais moi j'aimais bien les personnes que tu viens de trucider, il est en train de les bouffer. J'aimais bien les personnes que tu as trucidées, et l'IA du coup réfléchit, et elle dit un truc du genre bon bah comme je les aimais bien et que tu veux crever, bah effectivement je vais aller chercher dans mes bases quel serait potentiellement l'adversaire le plus dangereux que tu pourrais rencontrer en espérant qu'il te bute. Donc ça pose un peu l'ambiance de suspicion qu'il peut y avoir. Et puis, ben, ce type de personnage, parce que cette IA va durer dans l'histoire, c'est un peu le modèle de personnage un peu originaux, un peu hors du commun qu'on va croiser dans Battle Beast. Mais bon, on lit pas Battle Beast forcément pour des personnages secondaires, on lit aussi le Battle Beast pour sa violence, parce que c'est un comics de bourrin, mais ça bourrine. Oh la vache, c'est sanglant, ça tabasse, il a des grosses épées, il affronte des gros monstres. Je vous l'ai dit, c'est régressif, mais c'est vachement bien. Moi, c'est vraiment ma lecture du mois d'avril. J'ai vraiment trouvé ça super. Vous pouvez y aller, c'est génial. Foncez. Et puis, alors, quel plaisir de retrouver Kirkman et Otley ensemble dans la même série. C'est vachement cool. C'est la qualité d'édition habituelle de chez Delcourt. Foncez. C'est chouette. J'en dis pas plus. J'en ai fait une capsule, donc vous pouvez y aller. Mon avis n'a pas changé. Je l'ai relu depuis la capsule comics et j'ai toujours trouvé ça aussi bon. Donc, vous pouvez y aller. On passe chez Panini. Alors chez Panini, j'ai pas encore fait le feuilletage, je vais le faire, mais je vous montre quand même, parce que j'ai fini de le lire, et puis comme ça permet d'annoncer qu'il va y avoir un feuilletage de ça en fond et en comble. C'est l'intégrale 82-83 de Captain America. Ce sont les épisodes de j'allais dire John Mark Mathéis, mais j'arrive jamais à me souvenir ce que signifie ces JM. Bon bref, vous me corrigerez en commentaire. C'est deux Mathéis au scénario et Mike Zeck au dessin pour les épisodes de la série régulière. Alors il y a un sommaire un peu compliqué. Il y a les épisodes de la série régulière, donc c'est les épisodes 270 à 280, et puis vous avez un annual, qui est l'annual numéro 6, ainsi que Marvel Fanfare 5, bon, qui est pas, c'est pas l'épisode le plus impressionnant du lot. Alors, Mike Zeck, comment dire, il a repris, c'était dans la précédente intégrale, il a repris le dessin, pardon. C'est une tuerie, hein, le dessin de Mike Zeck. Vous pouvez y aller, hein. C'est du super bon comics. Moi, ça m'a rappelé l'époque où je lisais John Byrne et où j'adorais John Byrne. Et ben, j'ai retrouvé. Alors, je dis pas que Mike Zeck copie John Byrne, hein, c'est pas du tout ça. Mais j'ai retrouvé ce style-là, ce plaisir-là de lecture. Et regardez la qualité du dessin, quoi. Je vous le feuilleterai, pardon, de fond en comble. Mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Et puis alors, il y a des personnages que j'adore. Il y a le Baron Zemo qui est là. C'est des super aventures. Il y a le Shield, il y a Nick Fury. Voilà, c'est du Captain America comme on aime. Vous pouvez y aller, c'est très bien dessiné. Et il y a un épisode assez marrant, je reviendrai dessus dans mon feuilletage. C'est donc l'annual numéro 6, qui est assez fandard, qui est déconnecté du reste de la série. Voilà, hop. Où vous avez 4 Captain America différents dans la même histoire et réunis ensemble dans l'intrigue. C'est-à-dire que vous avez une entité cosmique, j'y reviendrai, hein, qui réunit les 4 différents Captain America. À l'époque, il y en avait 4 différents en fonction des périodes. Et notamment le Captain America zinzin anti-communiste. Bon, bref. Et donc, il est réuni ensemble pour une quête. Et je trouve ça assez fandard. Ça a été inspiré par un What If. Enfin, j'en reparlerai quand je ferai le feuilletage. Quant au reste de l'album, c'est un album qui met en avant notamment Sam Wilson, et un élément qu'on a oublié sur Sam Wilson, c'est qu'il est atteint d'une espèce de double identité.
C'est des épisodes qui mettent en avant aussi l'Hydra, évidemment, hein. Enfin, je veux dire, c'est Captain America, donc s'il n'y a pas Hydra, c'est un peu dommage. Et puis, oh là là, regardez. Et puis un personnage que De Matisse réutilisera plus tard dans La dernière chasse de Kraven, qui est Vermine. C'est la première apparition de Vermine dans l'univers Marvel. Personnage a priori fétiche de Mathéis. Voilà. Allez, dernier petit preview. De toute façon, je vais vous enregistrer là, je pense, ce week-end une vidéo sur cet album, tellement qu'il est bien. Donc, vous pouvez y aller, c'est très chouette, c'est 36 €. Ça coûte un peu cher, mais pour le coup, elle est relativement épaisse. Et si vous demandez quels épisodes il y a à l'intérieur, voilà, c'est pour les... Voilà. J'espère que vous avez fait une pause. J'étais un peu vite. Rattrapage rapide, toujours chez Panini et en Deluxe, des Éternels. Alors cet album me faisait de l'œil. Pourquoi? Parce que Kieron Gillen, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait sur Vador. Esad Ribic, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait dernièrement sur le Silver Surfer Requiem. Je vous ai fait une capsule comics, elle est disponible depuis quelques jours. Mais j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'il avait fait sur Avengers vs Alien. J'étais curieux de voir ce qu'il faisait sur les Éternels. J'avais de bons retours sur cette saga. J'étais curieux de lire ce que ça donnait. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Donc, les Éternels, c'est la reprise de ces personnages, on va dire cosmiques, hein, par Kieron Gillen, qui est vraiment l'auteur qu'il faut pour ça. Il écrit un truc un peu à la Jonathan Hickman. Vous voyez, on a de temps en temps quelques inserts comme ça d'encyclopédie. Le style de Esad Ribic colle parfaitement bien à au ton très solennel, très je vais pas dire cosmique parce que ça se passe pas dans l'espace, mais on est avec des entités, d'incroyables entités. Vous voyez, bon, alors évidemment je spoil pas, c'est sur la couverture, l'antagoniste ça va être Thanos. C'est vraiment très bien. Ça demande pas mal de concentration parce qu'il y a pas mal de non-dits, il y a pas mal d'ellipses, mais qu'est-ce que c'est chouette. En gros, c'est et si les super-héros étaient des dieux sur Terre, que se passerait-il? Et ben voilà, Gillen répond plutôt bien à la question avec de superbes planches de Esad Ribic. Je ne peux que vous le conseiller. Et il y a un intermède central, c'est-à-dire vous avez des épisodes, il y a deux story arcs, et en fait au milieu vous avez des épisodes indépendants, et vous avez un super épisode sur les parents de Thanos, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui remettent à plat un petit peu c'est les parents de ce grand tyran, on va dire, et c'est très très bien. Donc vivement conseillé, et puis voilà quoi, en termes de dessin. Oui, quand je parlais du côté solennel, c'est grandiloquent. Voilà, c'est peut-être le terme que je cherchais, mais grandiloquent dans le bon sens parce que ça rend vraiment très très bien. Vivement conseillé, j'en perds mes tickets de caisse. Hop, vivement conseillé, c'est très bien. Et je termine ce bilan comics. On est quand même à la demi-heure de vidéo. Je parle. On va finir avec Avengers, Rêverie crépusculaire, le premier Marvel Deluxe qui contient les 2 premiers story arcs de Jed MacKay sur les Avengers. Les Avengers ont été repris par Jed MacKay, qui est un peu l'auteur phare en ce moment, l'auteur qui a le vent en poupe chez Marvel. On lui a filé comme dessinateur régulier, que je ne me trompe pas, parce que je m'étais trompé dans les recommandations 10+10, on lui file CF Villa comme dessinateur régulier. J'avais lu sur un blog que c'était très bien. Alors, et j'en avais parlé dans des dernières recommandations, c'est-à-dire il y a à peu près un mois, en vous disant que je mettais une petite pièce dessus et que j'étais curieux de voir ce que ça donnait. Alors, les 2 premiers story arcs, ici, alors c'est pas qu'ils sont mauvais, on sent qu'il y a un potentiel, mais pour l'instant, le potentiel, il n'est pas encore atteint. En fait, ce qui se passe, c'est que alors je commence par la structure du truc, par le sommaire. On a d'abord un épisode qui s'appelle Timeless, qui était un épisode qui mettait en scène Kang, à l'époque où Kang est censé être l'antagoniste principal du MCU dans les films à venir. Kang en fait se fait attaquer par par un type. Alors est-ce que je suis nul hein, pour relever les noms, et en fait il a toute une équipe et il est attaqué par...
Myrdine. Voilà, Myrdine, c'est ce personnage qui est ici. En fait, ils sont tous les deux à la recherche d'un instant particulier dans le temps. Ce sont tous les deux des voyageurs temporels. Et donc, il se fait défoncer Kang par ce Myrdine et par sa horde, hein, parce que Myrdine a en fait une équipe j'essaye de trouver une image où on les voit tous ensemble, mais j'ai l'impression que je les aurais pas. Si, et voilà. Voilà, il a toute une équipe. Oui, il y a du Greg Land dedans. Et donc, Kang se fait désosser par cette équipe et par Myrdine. Démarre ensuite donc la série Avengers par Jane McKay, où, alors, le premier épisode, c'est Carol Danvers. Alors, ça va être Carol Danvers, hein, la chef d'équipe. Elle va former son équipe. Alors, vous allez voir que le roster est assez impressionnant. Et dans ce premier épisode, en fait, on alterne entre les scènes de baston avec Terminus. Bon, gros clin d'œil à d'autres épisodes des Avengers, hein, c'est un ennemi, c'est un super gros ennemi, mais comment dire, qui va rappeler beaucoup de choses aux vieux lecteurs comme moi. Et dans son équipe, il y a donc ces personnages, donc Thor, Iron Man, La Vision, la Sorcière Rouge, Black Panther et Captain America version Sam Wilson. Alors, c'est une équipe de bourrins, hein, c'est une équipe extrêmement puissante. Et on pourrait se demander ce que vient foutre Black Panther, parce que Black Panther a trahi les Avengers dans le run précédent, et ce que vient faire un peu Sam Wilson, qui est un peu quand même un peu d'un niveau en dessous en termes de pouvoir. Alors, c'est là que Jane McKay il commence à poser des choses intéressantes. Je vais dire probablement du mal par la suite, mais il pose des choses intéressantes, qui est que, ici, ce personnage de Black Panther, il cherche la rédemption. Et comme il a quand même des qualités, ce T'Challa, faut quand même pas déconner. Carol Danvers le surveille comme le lait sur le feu, mais espère que cette rédemption va venir. Et Captain America, Sam Wilson, il n'est pas là pour ses pouvoirs, mais il est bien là pour la boussole morale qu'il représente. Et c'est cohérent avec le personnage de Captain America. Grosso modo, comme elle lui dit, on est tous des super méga bourrins, mais on a quand même besoin de quelqu'un qui nous remette les pieds sur terre si besoin était. Ce qui est plutôt pas con. À partir de là, on a donc un premier story arc qui met en scène d'abord Terminus, puis ensuite Kang, parce que Kang va débouler. Ah non, tiens, pardon, c'est pas Kang. C'est pas à ce moment-là, je dis des conneries. Oh, tiens, comment ça se fait? Ouais, non, je dis une connerie. Il y a d'abord Terminus, donc le rassemblement de l'équipe. Bon, voilà, Terminus arrive, les personnages déboulent, on a droit à des flashbacks où Carol Danvers discute avec chacun d'entre eux pour les convaincre de venir. Et puis il y a ça qui arrive, qui est la cité, la ville impossible. Et cette ville impossible, en fait, c'est le repère d'un groupe de super-héros, enfin du cartel livide, d'un groupe de super-vilains, ces personnages-ci, là, qui viennent envahir la Terre. Ils viennent envahir la Terre. En fait, chacun des membres du cartel livide se pose sur une ville et commence à désosser la ville. Et donc, les Avengers se séparent et se distribuent le boulot. Donc, chacun va aller affronter un peu en un contre un les différents membres du cartel livide. Alors, ça n'a pour objectif que d'installer le cartel livide comme un antagoniste. Voilà. Ils ont un look assez chouette, je trouve. Je trouve que ça change un peu des sempiternels, même super vilains des Avengers. Et puis, ça permet d'installer cette ville impossible, qui est, on l'apprend, en fait, une base d'un groupe de super-héros qui s'est fait décimer par le cartel livide, et que le cartel livide a pris comme base. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mon explication. Et donc, à la fin, désolé spoiler, si vous voulez pas vous faire spoiler, ne m'écoutez plus. À la fin de cet épisode, j'ai dû aller un peu trop loin. Non, on est toujours dedans. Ça dure assez longtemps. Hein. À la fin de cet épisode, les Avengers en fait décident de faire de cette ville impossible, tout simplement, leur base à eux. Alors il y a une IA hein, au sein de la base de la ville impossible, et donc ça devient le QG des Avengers, et les membres du cartel livide sont enfermés, comme vous pouvez le voir, dans des cristaux comme ça. Bon. Moi, je parierais ma chemise qu'ils vont se libérer à un moment ou à un autre. Mais bref, bon. Et puis commence le deuxième story arc. Hop, voilà. Où là, cette fois-ci, ce qui s'était passé dans Timeless, dans ce tout premier épisode avec Kang, arrive. C'est-à-dire que le chef de ce groupe... Ah, ça y est, j'ai encore à nouveau perdu son nom, vous voyez. Je devrais prendre des notes pour faire ça, mais en même temps, ça me prendrait tellement de temps. C'est Myrdine.
Allez, on va dire qu'il s'appelle Myrdine. Hein, voilà. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est son nom? Allez, dis-moi tout. Bon, on va dire Myrdine. Voilà. Si ça se trouve, vous allez voir, ça va vraiment être Myrdine et j'aurais l'air bien con. Bon, je l'ai pas, on va dire Myrdine. Et donc, bah, Myrdine lance son groupe contre les Avengers, et à nouveau, c'est une méga baston entre les Avengers et l'équipe de Myrdine. Bon, vous voyez, en termes d'intrigue, on n'est pas dans un truc qui est trop compliqué quand même. Hein. À chaque fois, c'est une menace, un groupe de super-êtres qui déboule sur Terre, et bam, les Avengers qui déboulent. Au début, ils perdent, et puis à la fin, coup de baguette magique, ils trouvent une solution pour défaire l'antagonisme. Alors, effectivement, c'est pas fabuleux, mais il y a une chose qui est bien pour les nouveaux lecteurs, c'est que c'est accessible aux nouveaux lecteurs. C'est-à-dire, si vous avez jamais lu Avengers, vous pouvez foncer. Les antagonistes, à part Kang évidemment, mais les antagonistes sont plutôt nouveaux, on va dire, donc il n'y a pas de référence à d'anciens trucs. Même Terminus, en fait, on s'en fout parce qu'on a bien compris que c'est juste un prétexte pour nous montrer la puissance de l'équipe. Donc, puis il est là juste quelques pages. Enfin, vous n'allez pas être emmerdé par ce super vilain là. Donc, si vous voulez commencer à lire du Avengers et que vous voulez y aller doucement, tranquillement. Voilà, vous avez deux super histoires avec de la baston à tous les étages. Ça réfléchit pas trop, mais côté baston, c'est plutôt pas mal. Et les super vilains sont plutôt sympathiques. C'est entre guillemets, le démarrage de son run. Pour tout vous dire, j'ai commencé à lire en VO la suite. Et ça devient vraiment très bien à partir du tome 3. Alors donc oui, du tome 3 en VO. Donc en fait, il faudra attendre le volume 2 du Marvel Deluxe pour qu'on commence à y trouver vraiment quelque chose de vraiment chouette. Pour l'instant, c'est juste intéressant, c'est pas mal, c'est pas extraordinaire. Les dessins, alors Villa, il fait, je trouve il est plutôt pas mal, mais il manque un truc en fait. On sent qu'il soigne hein, son dessin. Il veut faire des trucs chouettes, mais ça manque encore. Je trouve qu'il manque encore un peu de maturité pour être sur Avengers. C'était pas forcément une bonne chose de le mettre sur les Avengers. Il y a aussi un des dessinateurs des 4 Fantastiques de Ryan North qui est là. Je sais plus comment il s'appelle, c'est soit Montarino, soit Fiorelli, voire même peut-être les deux, allez savoir. Et puis il y a aussi du Salvador Larroca et du Greg Land et du Patrick Zircher sur Timeless. Oui, ils se sont mis à 3. Donc j'ai pas envie d'être dur avec cet album. Voilà. Bon, bah écoutez, ça fait 40 minutes. J'avais aucune idée de combien de temps ça allait durer, mais ça a duré tout petit peu. J'espère que ce format d'émission vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, vous, quels sont vos comics que vous avez lus ce mois-ci. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, ce qui vous a déçu, ce que vous avez trouvé super. Éventuellement, vous, vos outsiders, c'est-à-dire les trucs que vous n'aviez pas vu venir et qui vous ont énormément plu. N'hésitez pas à nous en parler en commentaire. Je serais ravi de vous répondre, il n'y a pas de souci là-dessus. N'oubliez pas nos rendez-vous réguliers. En début de mois, nous avons le 10+10, les recommandations comics, mais commencez à voir, pour ceux qui sont abonnés, vous commencez à avoir l'habitude. Il est enregistré, il est prêt à monter, il sort là, j'enregistre le 1er mai. À mon avis, il va sortir, je le sortirai dimanche, je pense, donc le dimanche 3. Et puis, comme autre rendez-vous, ah oui, j'ai oublié de dire, on est deux sur cette chaîne, vous avez Doup qui vous attend mardi prochain à 18h pour ses critiques doupiennes. Ça sera la 26e émission, il dure. Voilà, et c'est très bien. Sur ce, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, mettez des pouces, des cloches, ce que vous voulez. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, lisez des comics, partagez-les. Salut!